pour notre deuxième table ronde, l'intelligence artificielle au service de la sécurité quotidienne. J'invite à s'installer Madame Elisabeth Sellos-Cartel. Vous êtes chef du bureau de la vidéoprotection de la sécurité électronique au sein de la DEPSA, donc du ministère de l'Intérieur. Le colonel Rémi Février, ancien officier d'active, fondateur du MBA, grâce à qui je suis ici en ayant été auditeur de la deuxième promo, maître de conférence et directeur de recherche au CNAM, et vous êtes responsable du pôle d'excellence académique et des relations extérieures du MBA. Monsieur Pierre-Adrien Anania, vous êtes directeur du département secteur public chez Capgemini. Et monsieur Denis Hameau, adjoint au maire de Dijon, l'une des premières Smart Cities. Et pour animer cette table ronde, la titulaire de la chaire de management du MBA, Madame la professeure des universités Véronique Chanu. Vous dirigez le laboratoire de recherche de gestion, le CIFOP, vous êtes cofondatrice de l'association internationale. Et j'arrête là parce que je vais dépasser, et moi je suis le maître du temps aujourd'hui. Donc vous avez 45 minutes, il y a un timer, et puis nous poursuivrons par quelques questions-réponses. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, je suis ravie d'avoir à animer cette table ronde qui n'est pas une table et qui n'est pas ronde. Mais vous voyez, il y a un bel alignement qui d'ailleurs s'est construit dans la préparation de cette séquence consacrée à la gestion de la sécurité du quotidien et de l'impact que peuvent avoir les applications en matière d'intelligence artificielle. Alors, ce qui m'a marqué dans nos discussions préalables, c'est que tous les quatre, dans vos responsabilités, et on va voir qu'elles sont très diverses, vous avez eu la prescience des usages, des potentialités de l'intelligence artificielle. Et vous avez contribué au développement de l'IA dans la sécurité du quotidien. Donc j'aimerais que chacun d'entre vous puisse s'exprimer sur des réalisations pour montrer que très tôt, vous avez basculé dans cet autre monde, cet autre paradigme que décrivait la table ronde précédente. Et puis, dans un deuxième temps, on essaiera de montrer tous ensemble qu'en fait, l'intelligence artificielle dans la sécurité du quotidien, eh bien, c'est l'intelligence managériale augmentée. Parce que vous avez bien montré dans nos discussions à quel point il faut beaucoup d'imagination en matière de management, et là on est vraiment dans la création pour bien gérer les développements de l'intelligence artificielle. Et puis si on a un petit peu de temps, à la fin on dressera quelques perspectives pour voir ce qui se passera dans 10 ans. Alors commençons peut-être par une réalisation très concrète faite à Dijon, puisque Denis Hameau, vous avez créé cette Smart City on Dijon, où les développements en matière d'intelligence artificielle sont importants. J'aimerais peut-être qu'on revienne sur le début de l'histoire. Bon, je vais essayer de ne pas être très long parce que ça a démarré il y a 10 ans. Donc en 2014, première élection pour moi. Et la question qui se posait, c'était, comme on se la pose encore aujourd'hui, comment les technologies peuvent nous aider finalement à faire plutôt le bien, on est pour le bien commun dans la ville de Dijon et la métropole, et à faire en sorte que nos systèmes soient plus performants, moins coûteux, plus efficaces. Voilà, c'était la question de base. Et à cette époque, l'élection avait eu lieu et le projet On Dijon n'était pas dans le plan de mandat puisque d'autres projets étaient dedans, mais il a émergé de cette question-là et aussi du fait qu'on avait fini le tramway et on se disait, tiens, l'éclairage public, ça coûte un peu cher, est-ce qu'on ne pourrait pas rénover tout ça et le rendre plus intelligent ? On a vu qu'à Barcelone, ils faisaient 50% d'économie d'énergie tout en rénovant leur éclairage public et ils en faisaient un dispositif de communication, de comptage de flux, enfin, ils en faisaient autre chose avec des objets connectés. Donc on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant ce qu'ils font. Puis on avait un contrat de mobilité globale dans lequel il y avait tout, le tram, les bus, les vélos, la fourrière, le stationnement sur voirie, le stationnement en parking, en ouvrage. Et donc on avait toutes les données, donc on avait déjà le MAS. Et puis on avait aussi, comme dans toutes les villes, des caméras de vidéoprotection.
On avait, pour piloter tout ça, 6 postes de pilotage que pour la ville de Dijon. Et quand j'ai posé la question de combien vaut la tranche de lasagne, c'est-à-dire toutes ces fonctions urbaines mises bout à bout, si on les coupe sur une année pour voir ce que ça vaut, la maintenance, l'exploitation, ça n'avait jamais été vraiment regardé sur cet angle-là. On s'est aperçu que ça valait à l'époque 6 millions d'euros par an. Donc au moment où je vous parle, on aurait dépensé 60 millions d'euros en n'ayant rien fait. Enfin, en fonctionnant normalement avec de l'éclairage public, de la mobilité. Voilà. Et donc, à ce moment-là, se pose la question de convaincre le président d'un sujet à 60 millions. Ça a attiré son intérêt, François Rebsamen. Convaincre le DGS d'un sujet transversal, c'était déjà un défi il y a 10 ans. Ça l'est toujours. Dans un monde où, malgré tout, notre société reste, on l'a vu tout à l'heure, un peu hiérarchique. Et mettre ça à l'échelle de la métropole. Donc, passer d'une gouvernance avec un président de la métropole à une discussion avec 23 maires pour faire les arbitrages, parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc ça démarre comme ça. Et puis donc, 4 ans après, un dialogue compétitif de 2 ans, en 2018, on a, de la part de 4 grands groupes, une proposition, parce qu'on s'est dit autant profiter de l'innovation forte du marché, des sociétés, des entreprises, parce qu'on avait une vision claire de ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'était pas construire tout de suite une Smart City, c'était faire finalement le meilleur de la technologie et essayer de faire marcher tout ça au niveau des infrastructures. Donc évidemment, tout de suite, on a mis le RGPD, la CNIL est devenue notre conseiller spécial, enfin voilà, on a fait vraiment un travail de fond. Et le fait de faire ça nous a amené en 2018 à avoir donc un consortium avec Bouygues Energy Services, Capgemini, Suez, et Citellum, une filiale d'EDF, qui ont concouru, donc 2 ans de dialogue avec 4 consortiums de 4 grands groupes, et pour un contrat de 105 millions d'euros. Donc vous voyez, si on n'avait rien fait, on aurait dépensé 60, et en fait, on arrive à 105 millions d'euros à la fin, 50% d'investissement, 50% de fonctionnement. Donc j'ai déjà gagné 10 millions sur le fonctionnement au moment où on attribue. Et la question, c'était l'investissement. Voilà. Et donc là, c'est la suite de l'histoire. Donc la suite de l'histoire, c'est qu'on a mis d'abord en place des infrastructures, on a modernisé, on est aujourd'hui sur 34 000 points lumineux. En fin d'année, on était à 20 000 rénovés, donc ça fait déjà gagner 2 millions d'euros à la collectivité compte tenu du contexte énergétique qu'on connaît. On a un poste de pilotage connecté au lieu d'en avoir 6, et on a regroupé l'ensemble des fonctions, donc on a une capacité à produire du langage commun entre différents dispositifs publics et privés. Et puis on a surtout conduit un changement très important au sein de la collectivité, mettre à niveau tout le monde au niveau des formations numériques, avoir un dialogue social approfondi, parce que quand vous géolocalisez 300 véhicules, vous êtes en train de dire aux gens, on va savoir où vous êtes, ils vont être inquiets. Donc on a pris le parti de leur faire confiance, de mettre un bouton vie privée, ça a clos les débats du dialogue social et on leur fait confiance. Et puis, en ayant ce travail-là, évidemment, on produit de la donnée, on y vient. Et donc là, on a mis dans le contrat un programme d'open innovation qui nous a permis de travailler sur 3 data challenges avec Vivatech, dans le cadre de Vivatech. D'une part, sur les mobilités, on avait déjà les données. On a passé le Covid, on a pu tester en mode crash test le dispositif, ça a fonctionné. 2021, on a travaillé sur l'espace public, les données de l'espace public, par exemple les déchets, qu'est-ce qu'on peut faire de ces données, l'état de la voirie, est-ce qu'on ne peut pas, via de l'intelligence artificielle, regarder les programmations un peu différemment, en fonction aussi des zones de risque qu'on peut repérer plus facilement. Et puis, on a travaillé sur, là, en ce moment, j'attends des conclusions, sur le végétal dans la ville, l'état des arbres, ça peut être dangereux, mais aussi comment on leur amène la bonne dose d'eau au bon moment, si on met des capteurs en fonction de la météo. Et puis des données du social aussi. Pourquoi des gens qui ont des droits n'y accèdent pas alors que ça leur simplifierait la vie, ils seraient moins dans la précarité. Voilà, quelques exemples rapides. Et puis j'ai ensuite lié tout ça à un comité d'éthique, oui, parce qu'il y a la question de la confiance citoyenne. Oui. Voilà, c'est juste pour donner une vision un peu globale. Et ce comité d'éthique est composé notamment d'universitaires, donc il y a aussi le lien avec le monde académique et le monde de l'enseignement supérieur. Voilà, très rapidement. Merci. Alors, Madame Sellos-Cartel, quand vous êtes intéressée à la vidéoprotection dès 2008, si j'ai bien compris, est-ce qu'il était déjà question d'IA ? Alors, en 2008, le gouvernement avait engagé un plan de développement de la vidéoprotection, tout simplement.
et a créé un comité de pilotage installé au ministère de l'Intérieur à cette fin, dont je faisais partie. Et donc le but, dans le cadre de ce comité de pilotage, on imaginait les dispositifs qui pouvaient favoriser l'efficience des systèmes qu'on encourageait à s'installer. Et donc, à l'occasion de ces réflexions, notre objectif était qu'il y ait de plus en plus de centres de supervision urbains qui puissent se mettre en œuvre dans un objectif de veille de ces images pour leur conférer aux opérateurs une capacité de réaction, d'intervention, le but étant de faire de cet outil plus un outil de prévention et d'aide aux interventions qu'un outil répressif. Il existait déjà de l'intelligence artificielle. Je rappelle que la lecture automatique de plaques d'immatriculation a été officialisée en 2003 par un texte, par une loi. Et donc, on trouvait très intéressant... Ah pardon, je ne sais pas si on m'a beaucoup entendu au début, bah, tant pis. Donc, on trouvait très intéressant cette automatisation de ces lectures automatiques de plaques d'immatriculation et on s'est interrogé sur ce qu'il existait. Et tout naturellement, on a commencé à avoir le défilé des entreprises, éditeurs divers et variés, qui nous présentaient leurs propositions de dispositifs automatisés associés à la vidéoprotection. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle avec eux dans la mesure où il y a eu une montée en puissance de ces dispositifs. On a vu monter en parallèle en puissance des voix qui s'élèvent contre ces dispositifs parce que peut y avoir un danger, des inconvénients à leur utilisation. On entend toutes les voix, même les personnes, même si elles sont minoritaires, c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des développements qui nous étaient proposés, qui étaient déjà assez intrusifs, puisqu'ils reposaient sur les gestes. Je vous parle, il y a quelque chose qui m'a marqué à l'époque. Il y avait une entreprise qui venait nous voir justement et qui avait proposé à certaines communes la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs qui luttaient contre le maraudage, c'est-à-dire l'observation de personnes qui viennent bizarrement, de façon trop insistante auprès d'un lieu, auprès d'un véhicule, et essayent d'en ouvrir la porte et de s'y introduire. Et donc, eh bien oui, moi je trouvais ça très très bien, et j'ai savamment encouragé tous ces dispositifs que légalement à l'époque, aucun texte n'empêchait de se mettre en œuvre comme on l'a rencontré en 2022 avec une délibération de la CNIL, mais je crois que la table ronde de tout à l'heure en parlera davantage. Très bien. Et donc, Monsieur Anania, chez Capgemini, vous êtes responsable de cette offre en matière d'IA, de data liée à la sécurité du quotidien. Et quelles sont les évolutions qui vous semblent emblématiques ? C'est ça. Merci déjà de m'avoir. Premièrement, ce qui est beau avec Dijon, c'est qu'on parle de territoire. Et je pense que surtout ce dont on va parler là avec l'IA, c'est exactement ça en fait. On a un territoire et dans le secteur public, c'est souvent ce dont il s'agit. On a des acteurs et surtout on a de l'information. On a de l'information prévue, les processus, les événements d'ailleurs. Et puis on a l'information moins prévue, la criminalité, les étourdis aussi. Et sur l'IA d'ailleurs, les étourdis posent beaucoup de problèmes à la reconnaissance des anomalies. Et cette utilisation de l'information et cette gestion de l'information sur des territoires, et là on peut parler d'un port, on peut parler d'une frontière, on peut parler d'un aéroport, on aura exactement les bénéfices qu'on peut tirer de l'IA à travers le fait d'utiliser intelligemment cette information pour la transformer en action. À Capgemini, on a fait état de 4 familles de cas d'usage sur le secteur public et sur la sécurité. Et je vais essayer de me faire la mosaïque des différents pays dans lesquels on est actif, notamment aux États-Unis, l'Europe de l'Ouest et un peu l'Asie avec l'Australie, Singapour, pour essayer de parler des projets en particulier. Première famille de cas d'usage, c'est l'intelligence ou l'automatisation intelligente des processus. Donc on va retrouver Intelligent Process Automation, Process Mining et surtout notamment la lecture et la validation de documents. Outre-Atlantique, on a notamment un projet où il s'agit de gérer les nouveaux cas d'usage ou les nouveaux cas qui arrivent et les matcher, en gros les comparer avec la législation en pratique. Donc on va regarder si le nouveau cas est en règle avec la documentation, avec les règles
Et ça, c'est un sujet qui peut prendre des heures ou des semaines si jamais on ne fait pas attention. La deuxième famille de cas d'usage, c'est l'interaction avec le citoyen. On a notamment, et ça c'est en ligne, un cas avec Dubai Police, où l'idée est de dire il y a énormément de femmes qui ne vont pas à la police pour se plaindre ou pour faire une déposition, et on offre un écosystème, un environnement neutre avec de l'IA générative qui va prendre la déposition. Elle ne va pas prendre de décision, elle ne va pas gérer le cas end-to-end, mais elle va synthétiser la réponse et faire en sorte qu'il y ait, en fait, au final, un environnement neutre qui pousse plus de femmes à aller faire la déposition qui auparavant ne l'auraient pas faite. Et d'ailleurs, ça va au-delà du cas de Dubaï, puisqu'on a les mêmes pourcentages dans d'autres pays. Ensuite, il y a la détection d'anomalies, évidemment, on en a parlé beaucoup. Là, notamment, on a un sujet en Europe de l'Ouest, pour une police militaire qui fait de la reconnaissance de fraude sur les documents à la frontière. Et évidemment, il faut itérer cette validation des documents parce que la criminalité s'itère avec, évidemment, la reconnaissance de ces anomalies par les forces de sécurité. Et là, encore une fois, ce sera de l'intelligence d'automatisation, du NLP par exemple, Computer Vision, mixé avec le fait de reconnaître les leitmotifs de la criminalité aujourd'hui. Et ensuite, il y a le pas suivant et final, qui est de dire on ne va pas seulement reconnaître et identifier les anomalies, on va aussi prédire et réussir à aider à la décision vis-à-vis de choses qui vont arriver par la suite. Parce que si on a compris les leitmotifs d'hier, on peut appliquer évidemment cette prédictabilité aux événements de demain. Et là, par exemple, on a les cargos et notamment les bateaux qui arrivent dans un port dans l'ouest de l'Europe, où on va aider les forces de sécurité à prédire si j'ai 10 à 15 minutes avec quel cargo ou quel cargo je vais demander à ouvrir sur la base, encore une fois, de variables, on en parlait tout à l'heure avec les cartes de chaleur, de variables très spécifiques et qui permettent au moins d'agrandir le spectre du succès. Parce qu'encore une fois, et c'est en effet le point principal selon moi sur l'IA, c'est un avantage mathématique qui ne remplace pas l'humain, mais qui va pouvoir l'augmenter et qui va pouvoir l'aider à faire ou à surmonter la charge qui est de plus en plus complexe et de plus en plus nombreuse, notamment sur les documents et les gestions de cas. Merci. Donc, on voit bien ce spectre très large d'applications. Alors, je me tourne vers Rémi Février. Je me souviens de nos premiers débats, nos premiers brouillons pour constituer ce programme du MBA il y a 10 ans. Et vous aviez beaucoup insisté à l'époque sur les enseignements de l'IA. Alors, ce sont peut-être vos recherches sur les risques émergents et non conventionnels qui vous avez inspiré? Alors oui, à la fois mes recherches qui étaient d'abord sur la cybersécurité, sur l'intelligence économique, puisque ce sont les deux domaines dont je m'occupais quand j'étais encore officiel actif, puis au fur et à mesure de ce que je découvrais, un élargissement au risque que j'ai appelé émergent ou réémergent par la cécité des organisations ou non conventionnelles. J'ai appelé ça non conventionnel parce que non intégré dans le paradigme dominant du management stratégique. Mais ça va peut-être vous surprendre, mais là, ce n'est pas le technicien que je suis qui va parler, mais plutôt donc l'universitaire qui n'a pas entendu un mot jusqu'à présent, qui est celui de stratégie et de management stratégique. On a parlé des potentialités de l'IA, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On peut s'en servir, et il y a une phrase qui me semble fondamentale dans ce qui a été dit sur la première table ronde, c'est tout simplement que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, et mes élèves du MBA passés et présents le savent, parce que je le dis durant mes cours, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être un hacker de génie pour attaquer une cible. Les white hat et les black hat utilisent exactement les mêmes plateformes de pénétration, les mêmes outils. J'ai fait un certain nombre de tests sur ChatGPT, version 4, je le confesse, et j'ai eu des résultats qui étaient absolument bluffants. Déjà, il était assez facile de faire du hacking, mais avec une plateforme comme ChatGPT, c'est pire. Poussant mon avantage, j'ai voulu, parce que je m'occupe d'un certain nombre de choses, dont ce qui pourrait s'apparenter à de la piraterie maritime, et j'ai posé des questions sur ce genre de choses. Eh bien, l'IA m'a répondu. Alors attention, pas du premier coup. On m'a dit non, attention, ça pourrait être mal interprété. On pourrait s'en servir pour faire des choses malhonnêtes. Quand vous savez reposer la question d'une manière un peu habile, vous avez un certain nombre d'informations que vous ne devriez pas avoir. Donc,
Ce que je voudrais signaler, et c'était le sujet de ma thèse en 2012, qui a finalement débouché sur rien, enfin si, un concours réussi, c'est déjà ça, mais au niveau des collectivités territoriales, puisque j'ai fait la première thèse et la seule, sauf erreur, professeur à ce jour, sur la cybersécurité des collectivités territoriales. Puisqu'il y a très longtemps, j'étais élu d'une ville de 100 000 habitants, et donc je suis ravi de ce que vous disiez, parce que je me retrouve. Les collectivités territoriales, je vous rappelle que 91% des collectivités territoriales françaises ont moins de 3 500 habitants. Donc déjà, elles ont du mal à gérer le quotidien. Donc avant qu'elles arrivent à gérer des problématiques de cyber, voire d'IA appliquées à la cyber, ça va être très compliqué. Mais ce que je voudrais dire juste, c'est que quel que soit le domaine dans lequel on va appliquer l'IA, que ce soit les collectivités territoriales, et ça matche bien avec le titre de cette table ronde, c'est-à-dire le quotidien. Le quotidien pour des millions de Français, ce sont les collectivités territoriales, pour tous même. Tout dépend juste de la taille de la collectivité. Eh bien, c'est avant tout une question d'aval politique fort. Or, on l'a vu, l'IA, c'est compliqué. Il y a eu une histoire chaotique. On a parlé des 2 hivers de l'IA. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on arrivera véritablement, que ce soit en termes juridiques, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit en termes de maîtrise, à vraiment essayer de faire en sorte de maîtriser quelque chose que le professeur Nakache appelait un démon, au sens, j'ai compris, assez différent du sens grec du terme, sans passer préalablement par une prise de conscience au plus haut niveau des organisations. Et quand je dis organisation, c'est public et privé. Eh bien, ça nous amène à notre deuxième sujet. Comment maîtriser tous ces développements, comment les gérer, comment devenir des managers augmentés pour ne plus avoir peur des démons de l'IA. Alors peut-être, Madame Sellos-Cartel, de votre point de vue et avec les responsabilités que vous avez, est-ce qu'il vous semble qu'on a une bonne maîtrise des outils juridiques, qu'on est bien équipé? Alors, pour l'IA, l'outil juridique, c'est toute la question, puisqu'on voit bien qu'on a vécu une période de développement pendant laquelle certaines déclarations à certains organes régulateurs suffisaient. Et puis, le règlement général de la protection des données est venu apporter son lot de contraintes différentes et nouvelles. A suivi une période, je dirais, de flou, un peu juridique, parce qu'avec des interprétations diverses et variées, parfois contradictoires. Et puis en juillet 2022, une délibération de la CNIL qui dit tout ça n'est pas possible à être mis en œuvre de cette façon, il faut une loi. Je remarque que cette délibération de juillet 2022 n'a pas tellement été contestée, discutée, contrariée. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on avait déjà des grands pans de notre droit classique qui permettent d'encadrer certains dispositifs. Parce qu'en fait, on parle depuis tout à l'heure d'IA. Bon, déjà, moi, le mot ne me convient pas. Je parlerai de programmation, comme on l'a entendu à la table précédente, parce qu'on est bien dans un phénomène de programmation, et de programmation à partir de choix faits par celui qui programme. Donc, voilà, déjà, il y a peut-être une question de mots à poser et de savoir de quoi on parle. Mais en dehors de cela, on a déjà pour le cadre juridique, de quoi ont peur les gens que ces dispositifs automatisés, finalement, soient trop attentatoires, comportent des biais, entraînent une surveillance généralisée systématique ou mettent en cause des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que l'outil était censé repérer. Tout ça est tout à fait légitime, mais je vois bien que dans les dispositifs qui se développent, il y a différents niveaux en réalité. On ne peut pas traiter encadrer juridiquement la voiture autonome de la même façon qu'on va encadrer juridiquement une alerte d'intrusion dans un lieu infranchissable ou au sein duquel il est dangereux d'être. Donc à mon avis,
Les cadres juridiques vont forcément évoluer puisque c'est une volonté européenne. Je rappelle qu'il y a une loi en cours d'élaboration. Maintenant, j'ai l'impression qu'en France, on dispose pour certains dispositifs déjà de pans juridiques qui nous permettraient de laisser s'installer des dispositifs basiques dont l'observation permettrait déjà de vérifier s'ils servent à quelque chose ou pas. Voilà ce que je pense de tout cela. Très bien. Alors, Monsieur Hameau, au-delà de ces supports juridiques, tout à l'heure, vous avez évoqué aussi l'évolution de la gouvernance qui a été portée par cette Smart City. Vous ne nous avez pas encore parlé de la relation avec les usagers et avec les citoyens. Je ne voulais pas être trop long. Non, en fait, la relation avec les citoyens, une fois qu'on a bâti la première étape qui était les infrastructures et tout ce travail de coordination et de travail en conduite du changement interne pour caler des procédures entre les ingénieurs et les gens du terrain, sachant que moi, je donne toujours raison au terrain par principe, et puis après, on voit comment les choses peuvent s'articuler de manière itérative. Donc, j'essaie de rapprocher les deux étagères dont on parlait en introduction tout à l'heure. Parce que je crois que c'est là qu'on arrivera à trouver les solutions, en fait. Et donc, les citoyens, on les a associés à la fois parce qu'on a une plateforme au sein de Dijon qui reçoit 700 appels par jour, et donc, voilà, sur la métropole, tous les jours, les gens nous appellent pour nous signaler des choses qui ne vont pas, qu'il faudrait corriger, ou pour nous demander des services ou poser des questions. Ça, c'est un élément. Et on a fait, notamment en partenariat avec Capgemini et la direction du numérique, puisqu'on a la volonté de garder la main. Ça, c'est un élément important aussi. On prend le meilleur de l'innovation privée, mais on garde notre stratégie, puisqu'on a été parlé de stratégie, et c'est nous qui pilotons. Et les données nous appartiennent. Et voilà, ça, c'est important aussi. Et donc à partir de là, on peut développer l'extension de ce portail. Et on a fait une application citoyenne co-construite avec les citoyens. Moi, j'ai fait un appel à volontaires sur la métropole. On a eu 1200 habitants de plein de profils différents qui ont dit « Ok, on est prêt à jouer avec vous, ça nous intéresse ». Une autre manière aussi d'associer des habitants. On en a gardé 200 au départ. La première version a été massacrée par les 1200 de l'application. Aujourd'hui, on doit être à la V4 ou V5. Et on a 25 000 téléchargements. Donc, au moment où je vous parle, j'ai 50 citoyens par jour qui nous signalent des choses ou qui nous demandent des services, puisqu'on a aussi développé des e-services. Est-ce que ça conduit à une professionnalisation des acteurs de terrain, des acteurs de la sécurité ? Alors, ça conduit à deux choses. C'est une professionnalisation accrue, puisqu'on n'est plus dans « je réponds au téléphone », on est dans non seulement je décroche, mais en plus je vais donner une réponse à 98% fiable. Parce que l'idée, c'est pas que les gens rappellent tout le temps. Donc ça, c'est un élément très important qui nous a amené à tout un travail, un processus important de conduite de changement aussi. Et en parallèle de ce dispositif, on a travaillé une logique plus transversale en lien avec la direction numérique sur l'ensemble des services de la collectivité. Voilà. Ne serait-ce que prendre conscience qu'on a des données. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Et prendre conscience que la cybersécurité ne se discute pas. Ce n'est pas un sujet dont on va discuter, c'est un sujet qu'on doit appliquer. Et donc là, il y a toute une formation aussi qui est engagée. Alors, je vais un tout petit peu plus loin sur ce sujet-là. J'allais dire qu'on a aussi un volet culturel au sein des élus eux-mêmes, parce qu'il se trouve qu'ils sont normalement chargés de décider. Et on ne peut pas décider sans conscience. Et donc le sujet du numérique, le sujet des enjeux, des évolutions technologiques, je pense qu'aujourd'hui dans notre pays devrait être beaucoup plus poussé au sein des élus, parce que moi j'ai des collègues qui parfois sont un peu largués, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau national. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet, parce que c'est quelque part, vous le disiez, c'est une zone de risque en réalité. Puisque quand on n'est pas conscient que ce sujet-là, il est à notre porte, en fait, on est une citadelle assiégée, on ne le sait pas. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait une porte qui s'ouvre sans qu'on le sache. Donc, agir avec conscience. Ça appelle aussi beaucoup de prudence en matière éthique. Et c'est un point sur lequel tous les deux, Denis Hameau et M. Nanner, vous aviez beaucoup insisté lors de notre préparation. C'est ça. Déjà, dans un premier temps, il y aura l'éthique par les choix qui sont faits. C'est-à-dire que pour moi, avec l'intelligence artificielle, on parle aussi de contrat social. Et si je pouvais revenir à mes années Sciences Po, j'écrirais une thèse sur l'IA sous le prisme
de la théorie contractualiste, Rousseau, Locke, etc., parce que ça pose des questions sur ce qu'on donne de soi, sur comment on agit vis-à-vis des autres. Et ça, c'est déjà une première chose. La charte éthique en est une forme. On peut aussi en faire en fait plein de formats où l'organisation elle-même va dire ce qu'on fait avec l'IA et ce qu'on ne fait pas. Ensuite, il y a l'opérationnalisation, parce qu'à la fin, c'est les data scientists, c'est les software engineers, les data architects qui vont avoir à l'opérationnaliser au sein du projet, c'est-à-dire suivre les guidelines. Et j'ai eu des conversations avec Lucy Lacioli de la Commission européenne qui me disait on a les guidelines de l'Union européenne, donc elles sont là, la théorie est là, comment est la pratique, comment est-ce qu'on va construire l'explicabilité, comment est-ce qu'on va construire la transparence et aussi le fait de détecter les biais, les discriminations. Et notamment à ce moment-là de dire aussi, franchement, si on n'arrive pas à régler la question des biais, est-ce que c'est un bon cas d'usage? Et dans la sécurité notamment, il y a aussi des cas d'usage où on veut en fait ne pas peut-être s'y aventurer. Et c'est un choix à faire. Et à la fin, il y a la démocratisation. On vient d'en parler avec les citoyens, avec les public servants et tout. J'ai été à un aéroport à Francfort, pour ne pas en dire le nom, où j'ai vu des agents ne pas utiliser potentiellement un outil parce qu'ils ne l'avaient pas encore compris. Et en fait, d'abord, il faut pouvoir le comprendre, l'utiliser, se l'approprier, et ensuite faire bénéfice des outils technologiques qui peuvent exister. Voilà, donc ça, c'est des considérations et des actions qui permettent ensuite de s'aventurer avec plus de prudence, mais aussi avec plus d'aventure dans une technologie où on a besoin d'aventure et pas seulement de la prise en compte du risque. Parce que ça, c'est quelque chose qui va freiner en fait les organisations, notamment dans le secteur public. Merci. Alors Rémi Février, c'est vraiment un leitmotiv depuis vos premiers travaux sur les collectivités territoriales, cette idée d'éveiller les consciences et peut-être changer nos modalités de prise de décision. Est-ce que vous voudriez revenir là-dessus? En fait, vous avez raison, effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Mais j'ai tendance à penser, malheureusement, après avoir fait des centaines de conférences quand j'étais officier d'active et que je m'occupais de tout ce qui était sensibilisation à l'IE et à la cyber dans la région nord, enfin dans la zone de défense nord, qu'en France, malheureusement, on est touché par le syndrome du mur. Vous prenez des Français, vous les mettez dans le désert, face à un mur. Leur premier réflexe, et on est tous des enfants des Lumières, c'est de dire « un mur ne peut pas être dans le désert ». Donc en fait, ils vont continuer tout droit. Et plus ils vont arriver à côté du mur, plus le mur va se révéler être là et être de plus en plus matériel. Mais leur bon sens, issu de leur enseignement, va continuer à leur souffler à l'oreille « un mur n'a rien à faire dans le désert ». Par conséquent, c'est un mirage. Et ils vont se taper une fois la tête dans le mur, 2 fois la tête dans le mur, 3 fois. Et après, ils vont quand même commencer à considérer qu'il faut peut-être tourner sur le côté ou creuser un tunnel. Alors, au-delà de l'aspect humoristique, je préfère le présenter comme ça, j'ai tendance à penser, malheureusement, et je l'ai vu avec l'affaire Snowden, que lorsque vous parlez à des décideurs, et je mettais un point d'honneur dans mes conférences à parler avec le vocabulaire du management stratégique, c'est-à-dire le vocabulaire qu'utilisaient les dirigeants d'entreprise au quotidien. Alors, ils étaient un peu étonnés qu'un gendarme puisse parler avec ce vocabulaire de management stratégique, et ils écoutaient du coup. Seulement le problème, voyez-vous, c'est qu'à la fin de la conférence, il vous disait c'est vrai, merci mon colonel pour tout ce que vous avez dit, mais j'ai beaucoup de choses à m'occuper et surtout, je suis une PME, je suis de taille trop modeste, je n'intéresse personne. Malheureusement, à des dizaines de reprises, quelques mois plus tard, j'avais justement ces mêmes dirigeants de PME qui venaient jusqu'à mon bureau en disant « j'ai été hacké, qu'a fait la gendarmerie ?» La gendarmerie a essayé de vous éveiller. Notre but n'est pas de manger la laine sur le dos du secteur privé, elle est de sensibiliser, d'éveiller. C'est le rôle du service public. Et malheureusement, force est de constater que ça passait mal. J'ai connu un certain frémissement, vous voyez, je suis assez modeste dans mes propos, après l'affaire Snowden. Eh bien, peut-être, mais là je suis peut-être optimiste, au vu de tout ce qui a été dit, et c'est vrai qu'on voit, comme l'a dit le professeur Bauer tout à l'heure, on voit qu'il y a une sorte d'interrogation de fond sur l'IA, qui touche à limite à la peur. Peut-être que ce serait de nature à susciter, y compris dans notre pays, des interrogations qui n'auraient pas forcément lieu d'être en temps normal. Mais je persiste à dire que de la même manière qu'une entreprise ou un service public a une impulsion positive
via ses dirigeants. Il en va de même relativement au danger. Donc, peut-être qu'une politique publique nationale, ou en tout cas un appel à projet, ça pourrait passer par l'université, des programmes de recherche, une ANR, pourquoi pas, pourrait servir de déclencheur. D'accord. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, puisqu'on l'a rappelé, c'est l'année des 10 ans, on va essayer de voir les 10 prochaines années. Alors, on a vu que ces technologies véhiculées par l'intelligence artificielle sont un peu à deux visages. Il y a un côté très contraignant et il y a un côté aussi très habilitant. On voit les acteurs se lancer dans des apprentissages tout à fait inédits. Donc, je vais vous demander à chacun, en matière de gestion de sécurité du quotidien et d'utilisation de l'IA, quel est votre plus grand cauchemar et quelle est la nouvelle frontière dont vous rêvez pour les 10 ans à venir? Monsieur Anania. Alors, dans un premier temps, pour le cauchemar, pour moi, ce serait plus à l'échelle européenne de nous voir faire le choix, encore une fois, parce que c'est jusqu'ici notre modèle de la stabilité contre la compétitivité. C'est-à-dire que avec les peurs que cela peut susciter, avec les restrictions, on va avoir un choix entre l'innovation et la compliance. Et en fait, ce choix, c'est une balance, c'est un continuum, et on est en train de définir exactement où on se retrouve. Donc le cauchemar, ce serait de, en fait, tuer l'œuf dans la coquille ou la coquille dans l'œuf, je ne sais plus. Mais en tout cas, freiner l'innovation pour en fait ne pas expérimenter. Sur l'utopie, ce serait, et actuellement c'est une utopie encore, de voir un champion européen ou un champion local. On en a quelques visages. Je pense qu'actuellement avec Aleph Alpha et Mistral, on en a quelques visages très concrets sur la Gen AI. Mais de voir en fait apparaître des acteurs européens, des acteurs nationaux qui vont porter à l'échelle et à l'échelle mondiale l'exemple, l'étendard français, ça c'est une utopie à laquelle j'ai envie de croire. Et je pense que c'était tout. Monsieur Hameau. Moi, si je devais avoir un cauchemar, ce serait d'être que prudent. Parce que si on n'est que prudent, on ne fait plus rien. Et donc, il faudrait être prudent et audacieux. Mais pas que audacieux, parce que si on n'est que audacieux, on prend des risques parfois inconsidérés. Et en fait, c'est dans cet équilibre-là qu'il faut se situer pour trouver une voie médiane. C'est pour ça que moi, je ne regarde pas que ce qui se fait en France. Je vais à Barcelone, je vais à Montréal, je vais à Stockholm, j'essaie de voir ce qui se fait ailleurs. Parce que parfois, c'est en voyant ce qui se fait ailleurs et en essayant de l'appliquer à des cas d'usage. C'est-à-dire qu'après, on n'est pas dans la théorie, on essaie d'appliquer à des choses très concrètes. Je vous le disais, c'est par exemple appliquer par rapport sur les données en lien avec l'eau, les ressources, compte tenu des étés qu'on a eus, comment on va pouvoir mieux gérer un certain nombre de choses. Ça va être de regarder l'urbanisme dans la ville, est-ce qu'on ne peut pas le reconfigurer pour qu'il y ait des zones de fraîcheur. Enfin, après, on va essayer d'appliquer ça à des choses concrètes pour les gens et qui vont améliorer leur quotidien. Et évidemment, la sécurité dans l'espace public, mais aussi la sécurité des systèmes. Et ça demande à la fois de la prudence, parce qu'il faut prendre le temps de la conduite du changement. On fait pas, je vous dis, c'est un projet de 10 ans aujourd'hui. Il faut convaincre, il faut qu'il y ait de l'adhésion, parce que sinon on n'amène pas les gens avec nous. Et on est dans des systèmes qui demandent à la fois d'être réactifs, parce qu'on est face à des crises inédites, on l'a vu tout à l'heure, ça a été largement cité. Et malgré ces crises inédites, il faut prendre le temps d'avoir les gens avec nous, que ce soit les citoyens d'un côté ou les agents du service public. Voilà, donc pour moi, le cauchemar serait vraiment ça, rester prudent et du coup ne plus rien faire, ou faire que de l'audace et du coup prendre des risques qui ne seraient pas vraiment, en tout cas, le plus possible maîtrisés. Merci. À vous. Alors, pourquoi parler de cauchemar? Moi, j'ai du mal. J'ai du mal à m'inscrire dans un cauchemar. Moi, je ne vois pas de cauchemar. Je vois des choses qui évoluent. Je vois des choses, des technologies nouvelles qui s'installent. Comme ça a toujours été le cas dans le monde. Et si je devais avoir un cauchemar, ça serait vraiment qu'on crée un cadre juridique pour permettre à ces dispositifs de s'installer, qui soient des usines à gaz et qui les empêchent d'exister et de produire les effets qu'on en attend. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, qu'il faut être réaliste, qu'il faut être objectif par rapport à ce dont on parle. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi,
quand on parle d'intelligence artificielle, moi je suis désolée, c'est un mot auquel je n'adhère absolument pas. Je pense que derrière tout ça, il y a la responsabilité de l'homme, puisque c'est lui qui crée tout ça. Et donc, mon pire cauchemar, ce serait que l'homme crée un monstre. Mais j'ai pas de cauchemar, j'ai confiance en l'homme. Donc, on verra bien comment tout ça va évoluer. Et j'espère surtout qu'il n'y aura pas une usine à gaz qui rendra les choses impossibles, tout simplement. Rémi Février. Le cauchemar et le rêve. Alors moi, les cauchemars, pour le coup, j'en ai. Ce serait tout simplement, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, ce serait tout simplement le fait qu'on persiste de manière globale, en dépit de quelques îlots qui ont tendance à se développer, Dieu merci, à être dans le déni. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, quelle que soit la manière dont on va la qualifier, peut être une formidable chance. Pensez à la médecine. D'ores et déjà, ils sont capables d'établir des diagnostics absolument extraordinaires. Par contre, il y a le revers de la médaille, il y a le côté obscur de la force. Et là, je suis désolé de le dire, je persiste à dire qu'on est encore aujourd'hui dans un déni, mais un déni qui n'est pas forcément volontaire. C'est-à-dire que c'est un déni, la plupart du temps, par ignorance. Donc, malheureusement, ce déni par ignorance peut devenir extrêmement problématique dans les années à venir. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, ce n'est pas le sujet du colloque, mais un des points qui sont quand même fondamentaux, me semble-t-il, relativement à l'intelligence artificielle, certes, on a connu des révolutions industrielles, on a connu des innovations technologiques, mais c'est quand même la première fois qu'en termes d'emploi, les emplois qui peuvent potentiellement être touchés sont des emplois qu'on appelle de col blanc, plus que de col bleu. Et ça, je suis désolé de le dire, je ne parle même pas des professions libérales. Quand vous matchez ça avec le blockchain, c'est un vrai problème. Donc tout ça plaide pour vraiment une absence de naïveté, ou en tout cas se préparer. Et puis le rêve, bon, ça je ne sais pas trop faire, mais en tout cas à un point optimiste, c'est tout simplement le fait, comme le disait le directeur général tout à l'heure, que même dans des configurations universitaires, même dans des formations universitaires qui ne sont pas forcément dédiées aux sciences qu'il qualifiait de dures, eh bien, on injecte un certain nombre d'unités d'enseignement qui soient peut-être du codage, mais qui aillent peut-être un peu plus loin, de manière à ce qu'on puisse avoir une augmentation du niveau global de connaissance de ces enjeux. Je trouve que nos échanges montrent que le MBA Management de la sécurité est encore un beau programme pour les 10 ans à venir. Et puis, à l'adresse des auditeurs de la 10e promo, je dirais que je confirme les premiers mots que je vous dis lors de la leçon inaugurale. Je dis toujours qu'il suffit de connaître 2 mots pour être un bon manager: explorer, exploiter. Et c'est exactement ce que vous avez dit. Il faut continuer à explorer et ne pas faire qu'exploiter, même s'il faut aussi exploiter toutes ces bonnes idées que nous donne l'IA. Merci Madame la professeure. Voulez-vous qu'on prenne quelques questions? Oui. Nous pouvons prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Monsieur. Alors, si vous pouvez amener un micro à monsieur qui est ici. Bonjour, je suis Valentin Jangois, associé au magazine Global Security Mag. Merci beaucoup pour cette excellente table ronde. Ma question s'adresse au colonel Rémi Février. Vous avez dit tout à l'heure que un des rôles de la gendarmerie était effectivement d'aider à la veille. Ma question est, comment le programme de l'intelligence artificielle pourrait aider la gendarmerie dans son rôle de veille? Alors là, vous me posez une question qui, à mon avis, serait beaucoup plus utilement posée aux participants, et notamment à ma camarade qui s'occupe de ça dans la table ronde suivante. Mais ce qu'on peut imaginer sans peine, c'est tout simplement de doubler les séances de sensibilisation que la gendarmerie met un point d'honneur à effectuer en partenariat la plupart du temps avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les élus locaux, avec les EPCI, avec tout un tas de partenaires, on pourrait imaginer des sortes de formations à distance, par exemple,
quelque chose qui nous permette de toucher un maximum de monde sans obérer des ressources qu'on a malheureusement assez réduites. Mais je pense que ça peut être effectivement un outil, ça peut être aussi des autodiagnostics relativement à la vulnérabilité d'une entreprise. Ça se fait déjà, mais on pourrait le développer encore une fois. D'accord ? On peut imaginer beaucoup de choses. Après se posera la question, évidemment, relativement à ma deuxième idée, de la sécurisation des pipes. Donc voilà. Y a-t-il une autre question dans la salle? Eh bien non. Merci Madame la professeure. Merci Madame. Merci messieurs. Avant de poursuivre avec notre troisième table ronde, qui n'est pas ronde, je vous propose de faire une pause et on se retrouve ici dans 15 minutes, c'est-à-dire à 16h45.